une question qui est toujours d'actualité. Il s'agit du malaria, ou encore appelé paludisme. C'est quoi le paludisme? Bon, là, on voit l'anophèle, le moustique responsable qui est vecteur, responsable dans la transmission du paludisme. Donc, c'est une maladie infectieuse parasitaire due à un parasite du genre Plasmodium qui est transmis à l'homme par piqûre d'insectes, et pas n'importe quel insecte, l'anophèle, et pas n'importe quel anophèle, anophèle femelle hématogène. Actuellement, on en connaît 5 espèces. 4 espèces déjà connues depuis longtemps. Il s'agit du Plasmodium falciparum, qui est le seul responsable des formes graves mortelles, c'est le neuropaludisme. Il y a le Plasmodium vivax qui se vit dans notre pays. Il y a le Plasmodium ovale et le Plasmodium malare. Actuellement, une 5e espèce a été identifiée en 2004 en Asie du Sud. Il s'agit du Plasmodium knowlesi. Le Plasmodium knowlesi, il a été identifié chez le singe, les simiens. Il est commun à l'homme et aux singes. Il est responsable de formes mortelles. Heureusement, il est rare. Et sur le plan morphologique, il ressemble exactement au Plasmodium malare. Et le paludisme est une maladie qui n'est pas contagieuse. Donc, elle ne se transmet pas d'interhumain à interhumain. Pour qu'il y ait transmission du paludisme, il faut qu'il y ait l'anophèle femelle qui va piquer un sujet malade, va prendre les protozoaires et va piquer un autre sujet sain et elle va lui transmettre la maladie. Donc, interhumaine, pas de paludisme. Il n'y a pas de paludisme interhumain. C'est une maladie à déclaration obligatoire. De point de vue épidémiologique et historique, c'est une maladie qui pose un problème de santé publique mondiale. En effet, 2 milliards d'individus sont risque d'attraper le paludisme dans le monde, avec 250 à 300 millions de cas par an, avec 1 million de morts par année. Et le nombre de décès se voit surtout en Afrique noire, en Afrique subsaharienne, dans les régions tropicales et intertropicales. Et dans 85% des cas, c'est l'enfant qui décède, c'est-à-dire la mortalité infantile, elle est très très importante. Tout à l'heure, on verra pourquoi. En Algérie, le palu a toujours existé. Il a été noté déjà au XIIe siècle. Le palu a fait ravage en Algérie. Il a été la cause de milliers de millions de décès, de morts. D'ailleurs, tellement l'endémie plutôt, elle était importante, l'Algérie a été un champ d'expérience en matière du paludisme. Et à partir de là, le protozoaire, le Plasmodium, a été identifié par un chercheur français, M. Alphonse Lavran, à Constantine en 1882. À l'époque, c'était le nord algérien qui était concerné. Tout le nord algérien était concerné par cette endémie. À partir de là, en 1968, les responsables ont établi un programme national de lutte contre le paludisme. Ce programme est passé par 4 phases. La première phase, c'est la phase préparatoire, une enquête épidémiologique pour dépister les cas. Après, c'est la phase d'attaque, une autre phase de consolidation et ensuite la phase de surveillance et d'entretien. Et on est toujours à la phase de surveillance et d'entretien. Voici M. Lavran qui découvre le paludisme, donc qui a mis en évidence l'hématozoaire à Constantine, les années 80. C'est le programme donc national.
On note la persistance cependant, donc cette campagne d'éradication a été couronnée de succès, c'est-à-dire on est arrivé à éradiquer le paludisme dans notre pays, c'est-à-dire pas de paludisme autochtone, et le paludisme autochtone algérien, c'est le Plasmodium vivax. Donc on parle du Plasmodium vivax. Cependant, les seuls cas notés depuis, c'est des cas importés, c'est-à-dire qui surviennent chez des gens qui ont quitté le territoire national. On est considéré comme un pays impaludé depuis les années 80. Et à partir de là, les différents foyers notés, il y a un inversement de point de vue l'endroit. Auparavant, on avait dit que c'était surtout le nord algérien. Mais maintenant, les cas importés se voient surtout dans l'extrême sud algérien, en rapport avec le déplacement des populations et les échanges commerciaux, surtout les États frontaliers qui n'ont pas tout le temps contrôlé. Alors, quel est le problème par rapport au paludisme? C'est une maladie qui pose un problème de santé publique à l'échelle mondiale. Il est en pleine extension dans le monde. Pourquoi? Parce que d'un côté, il y a une résistance accrue, importante, croissante de l'anophèle femelle plutôt aux insecticides usuels qu'on utilise. Et parallèlement, il y a une ascension, une augmentation de Plasmodium falciparum de plus en plus résistant au traitement qu'on a l'habitude de donner. Donc il y a un problème de résistance des deux côtés, du vecteur et du parasite. En Algérie, récemment, des cas ont été identifiés, pas dans plusieurs wilayas, notamment à Rdaya, parce que les autres wilayas, c'est des cas importés. On ne parle pas de cas importés. Les cas importés existaient depuis longtemps. Mais le problème posé maintenant, c'est les cas apparus à Rdaya. C'est des cas autochtones. Et le problème, c'est des cas autochtones, pas au Plasmodium vivax, le nôtre. C'est un Plasmodium importé. C'est le Plasmodium méchant, dangereux. C'est le Plasmodium falciparum. Donc là, il y a un problème. On suppose, d'après les enquêtes, que probablement, il y a eu un cas importé à Plasmodium falciparum, et à partir de là, notre anophèle, l'anophèle algérienne, apparemment, elle s'est adaptée à héberger ce nouveau Plasmodium. Elle n'a pas l'habitude d'héberger dans son tube digestif le Plasmodium falciparum, ça c'est nouveau. Comment expliquer sinon l'apparition de cas autochtones à Plasmodium falciparum? Cas autochtones, c'est-à-dire que ces personnes-là n'ont jamais quitté l'Algérie. Donc probablement, sinon forcément, c'est un cas importé. Et puis après, notre anophèle s'est adapté à ce nouveau hématozoaire et elle a transmis d'individu à individu dans notre pays. Il y a donc un problème. On va schématiquement parler un petit peu du cycle parasitaire qui est très complexe, et la complexité de ce cycle parasitaire rend compte de la difficulté de trouver jusqu'à maintenant un vaccin. Jusqu'à maintenant, il n'existe pas de vaccin contre le paludisme. Alors, l'anophèle, hématophage, elle pique, infectée bien sûr, elle pique l'homme sain, elle lui injecte une quantité importante d'hématozoaires qui pénètrent, c'est des sporozoïdes, qui pénètrent directement dans le foie par voie hématogène. Ils arrivent au niveau du foie, ils vont se multiplier. Il y a certaines qui restent sous forme hypnozoïde, qui peuvent se réveiller après plusieurs années, et ça concerne les ovalés et les vivax. C'est pour cela que dans notre pays, le vivax donne des rechutes. Sinon, ils vont quitter, après plusieurs multiplications, ils vont quitter le foie, les hépatocytes vont libérer les sporozoïdes, ils vont pénétrer dans le sang, ils vont attaquer les hématies, ils vont se multiplier à l'intérieur des hématies, et puis les hématies vont éclater. Elles vont être détruites. Et ainsi de suite, une fois
le parasite quitte l'hématie, il va pénétrer, il va infecter d'autres hématies, et après plusieurs stades, ils vont atteindre la forme gamétocyte, et de là, une anophèle, elle vient, elle pique l'homme infecté, elle prend les gamétocytes et elle va avoir un autre cycle dans le tube digestif de l'anophèle. Il va y avoir donc transformation des gamétocytes en gamètes et fécondation. Où est-ce qu'elle est? Elle ne fonctionne plus. Non, si. Donc, il y a fécondation, il y a formation d'œufs, et les œufs donc, vont être en concentration importante au niveau, vont libérer des sporozoïdes qui vont être en concentration importante dans le tube digestif, surtout la salive, et là, l'anophèle, elle est prête à piquer une autre personne saine, et ainsi de suite. Alors, sur le plan clinique, après, comme toute maladie infectieuse, après une période d'incubation silencieuse qui passe, j'ai oublié de vous dire, dans la phase hépatocytaire, quand les hématozoïdes arrivent au niveau des hépatocytes, il n'y a aucune symptomatologie clinique. Elle correspond à la phase d'incubation. C'est lorsqu'ils atteignent les hématies, ils entraînent une hémolyse importante qu'il y a la symptomatologie clinique. Donc, après une période d'incubation silencieuse variable selon l'espèce plasmodiale en cause, donc de 1 semaine, 2 à 3 semaines, il y a un accès de primo-invasion. Les signes cliniques commencent à apparaître. C'est des signes cliniques qui ne sont pas très spécifiques. Par exemple, un syndrome grippal, surtout embarras gastrique, douleur abdominale, des vomissements, une diarrhée, des céphalées. On peut avoir un herpès labial. Donc, c'est des éléments qui ne sont pas spécifiques. Donc, le diagnostic est rarement posé à ce stade, si ce n'est la notion de séjour en zone d'endémie qu'il faudra rechercher devant tout malade qui présente un tableau d'embarras gastrique. Après survient l'accès franc-palus qui est très typique du paludisme, mais qui n'est pas toujours retrouvé. C'est la fameuse triade frisson, fièvre et sueur. Mais il ne faut pas s'attendre à trouver ces éléments pour penser au diagnostic de paludisme. Parce que l'urgence dans le paludisme, c'est la forme neurologique. C'est le neuropaludisme qui est la plus grande urgence en parasitologie. C'est le neuropaludisme qui est dû au Plasmodium falciparum. Les autres espèces, elles ne donnent pas de forme grave. Nous, on craint le Plasmodium falciparum. Et sur le plan clinique, il n'y a pas de différence, si ce n'est c'est la gravité du tableau clinique. Mais un neuropaludisme peut se présenter au départ par une forme simple qui, en absence de traitement, elle peut évoluer vers la forme neurologique. Donc, devant toute fièvre chez un sujet qui revient d'une zone d'endémie palustre, il faut penser au paludisme jusqu'à preuve du contraire. Devant tout trouble neurologique chez un sujet en revenant d'une zone d'endémie palustre, il faut poser directement le diagnostic de neuropaludisme. Il s'agit du Plasmodium falciparum et prendre en charge le malade en urgence. L'accès de réviviscence, donc il correspond à des accès qui surviennent à distance. Il est dû à la schizogonie hépatique. On avait dit tout à l'heure que pour certaines espèces telles que Ovalée et Vivax, le nôtre, il y a des formes qui restent muettes au niveau des hépatocytes. Elles ne quittent pas le foie, sous forme hypnozoïde, comme hypnose. Et après quelques années, elles peuvent se réveiller et donc donner ultérieurement un paludisme. Et dans le traitement, c'est important de savoir est-ce qu'il s'agit du Vivax ou autre, ou falciparum, en même temps parce qu'il y a des antipaludiens qui agissent au niveau hépatique, donc ils évitent les rechutes chez les malades. L'immunité, c'est important d'en parler. Alors, l'immunité, elle est acquise. On peut avoir une immunité, mais elle est incomplète et elle n'est pas définitive. Et elle ne concerne que les sujets qui habitent en zone d'endémie, les sujets autochtones qui habitent en zone d'endémie. Les sujets qui n'habitent pas en zone d'endémie n'ont pas d'immunité vis-à-vis du paludisme. Il faut être au contact avec plusieurs infestations pour acquérir cette immunité qu'on appelle une prémunition. Et
elle survient après l'âge de 5 ans. C'est pour cela que tout à l'heure, on avait dit que le plus grand pourcentage de mortalité survient chez les enfants de moins de 5 ans, parce qu'ils n'ont pas cette prémunition, ils n'ont pas cette immunité. Alors que les autres, à force d'être au contact avec ce plasmodium, ils acquièrent une certaine immunité, donc ils font des formes moins graves. Tandis que les enfants qui n'ont aucune immunité vis-à-vis de ce plasmodium, ils font des formes graves et donc le décès et la mortalité, elle est élevée. Alors, comment poser le diagnostic? On l'a dit tout à l'heure, toute fièvre chez un sujet qui revient d'une zone d'endémie palustre est un palud jusqu'à preuve du contraire. Même s'il est soumis à une chimioprophylaxie correcte à 100%, la chimioprophylaxie ne protège jamais à 100% contre le paludisme. Il y a toujours un risque. Donc, devant tout trouble, il faut faire la goutte épaisse et le frottis pour confirmer le paludisme. L'évolution, donc, bien sûr, dépend de la rapidité et de la qualité du traitement. Si on diagnostique le malade précocement, on le traite correctement, normalement, l'évolution est favorable. Là, c'est les différents critères décrits par l'OMS et des critères de gravité qui indiquent que ce malade fait une forme neurologique, c'est l'accès pernicieux, c'est-à-dire c'est l'accès grave, c'est le neuropaludisme. Donc, basé sur des éléments cliniques et biologiques, par exemple un coma, des convulsions généralisées en général, deux convulsions par jour, un choc, syndrome hémorragique, hypoglycémie, une anémie sévère, une insuffisance rénale, une leuconeutropénie sévère. Donc, c'est les signes à garder en tête pour penser, pour craindre le neuropaludisme. Parce que c'est lui qui fait la gravité du paludisme. On craint le paludisme parce qu'il y a le plasmodium falciparum. C'est possible que ce malade est infecté par un plasmodium falciparum. C'est la seule forme qui est grave dans le paludisme. Alors, pour le traitement, depuis 2007, l'Algérie a établi un consensus national thérapeutique. Elle collabore avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Elle a établi un consensus qui est bien codifié, donc il montre les différentes molécules à utiliser, les conduites à tenir, même curatives et de point de vue chimioprophylaxie. Tant qu'il y a des cas importés en Algérie, donc le risque existe. Tant qu'il y a, surtout maintenant, avec la nouvelle, si on peut dire, une petite épidémie à Ardaya, ça veut dire qu'il y a un risque qu'on héberge, notre anophèle va s'adapter, d'ailleurs elle l'a fait, va s'adapter à ce nouveau parasite. Et là, c'est très très dangereux. Alors, d'un côté, on sait que les antipaludiens actuels classiques, ils sont efficaces. Ça a été prouvé. Mais, tout en sachant que les souches plasmodiales à falciparum augmentent de point de vue résistance aux antipaludiens, donc on craint ce plasmodium falciparum. Donc, l'Algérie, en établissant ce programme, elle a intégré d'autres médicaments nouveaux, c'est les dérivés de l'artémisinine, en collaboration avec l'OMS, c'est les derniers médicaments préconisés en cas de résistance. C'est-à-dire que, quand même, on pense, on ne sait jamais, demain, on aura du plasmodium falciparum qui est résistant et on a le traitement indiqué. La chimioprophylaxie, comme l'avait dit tout à l'heure, aucune chimioprophylaxie n'est efficace à 100%. Pour cela, il faut associer, si jamais quelqu'un se déplace en zone d'endémie palustre, il faut associer les moyens préventifs tels que se protéger
contre les moustiques, mettre des vêtements lents, éviter de sortir le soir parce que c'est le soir qu'il y a une grande activité des moustiques, utiliser des moustiquaires plutôt, mettre des répulsifs contre les moustiques sur le corps, et comme cela, on peut se protéger avec la chimioprophylaxie. Alors, le paludisme pose toujours un problème de santé publique majeur. En Algérie, récemment, il y a eu des cas à Ardaya, et c'est des cas autochtones, donc à Plasmodium falciparum. Donc, notre anophèle, elle s'est adaptée à ce nouveau Plasmodium. La présence d'un biotope favorable au développement des anophèles chez nous, c'est-à-dire collection d'eau, le climat tempéré favorable, une population non prémunie. On n'est pas prémunis, nous, on n'est pas prémunis. La prémunition concerne les sujets vivant en zone d'endémie. D'ailleurs, si le sujet vivant en zone d'endémie, il a une certaine immunité, lorsqu'il quitte son origine, il perd son immunité. Et quand il revient chez lui, c'est comme si un sujet neuf. Donc l'immunité, elle n'est pas définitive, elle est momentanée. Alors, le flux migratoire des porteurs de parasites, surtout africains. Donc, je pense qu'il faudra revoir toute la question, renforcer encore et voir ce qui ne va pas dans le programme CMP, dans le programme national de lutte contre le paludisme. Et je vous remercie. On va aborder une autre question. Est-ce qu'il y a des questions? Tout à l'heure. Tout à l'heure? Ah, d'accord. Donc, on va aborder une autre question. C'est la borréliose de Lyme. Voilà, la maladie de Lyme. Donc, la borréliose de Lyme aussi, c'est une maladie, je ne peux pas vous dire si elle est fréquente ou pas, mais chose qui est vraie, c'est une maladie qui existe dans notre pays. Il y a eu des études qui ont confirmé cela. Parce qu'elle est méconnue, on ne la connaît pas assez. Bon, avant de commencer, on va faire un petit aperçu sur les tiques. Alors, les arthropodes, c'est un embranchement d'invertébrés qui possèdent un squelette externe et des appendices articulés. Ils comprennent donc les crustacés, les arachnides, les insectes et les myriapodes. Vas-y. Les arachnides, ils comprennent notamment les scorpions, les araignées, les acariens et les tiques. Donc, les tiques qui interviennent dans la transmission de la borréliose font partie des arthropodes, la classe des arthropodes. Les insectes, myriapodes, tels les mille pattes, et les crustacés. Alors, la borréliose de Lyme est une maladie qui est due à un spirochète du genre Borrelia, comme le tréponème qui est responsable de la syphilis. C'est des bacilles en forme de spirale, de ressort. Différentes espèces ont été identifiées, ont été responsables de cette maladie. Alors, c'est une zoonose, c'est une maladie normalement qui se transmet entre animaux et la transmission chez l'homme, elle est accidentelle. C'est une zoonose. Elle est transmise à l'homme par la piqûre de tiques du genre Ixodèse qui peut être le réservoir et le vecteur en même temps. Le réservoir de la bactérie est très vaste. On peut avoir les mammifères, toutes sortes, le bétail, les petits rongeurs, le chien, aussi les oiseaux et enfin les tiques. Les premiers cas, la maladie de Lyme a été identifiée les années 70, exactement 1975, dans la ville de Lyme, aux USA. Dans ce petit village, il y a eu des enfants, il y a eu apparition d'arthrite du genou chez des enfants, de façon simultanée en même temps. C'était bizarre. Et de là, les recherches ont commencé. Ils se sont rendus compte par l'enquête épidémiologique que la plupart des enfants étaient exposés à des tiques, étaient piqués par des tiques. Et de là est venue l'idée que probablement c'est une maladie infectieuse qui est transmise par la tique.
Elle est identifiée par le professeur Burgdorfer en 1982. Elle est fréquente mais méconnue. C'est la plus fréquente des maladies vectorisées dans l'hémisphère nord. En Algérie, la malade, elle est méconnue. Cependant, des études ont été faites, mais elles n'étaient pas complètes, en Kabylie, à Sétif et à l'Institut Pasteur d'Algérie. À l'Institut Pasteur d'Algérie, une étude a été faite de 1996 à 1999. Elle a concerné 300 patients qui étaient hospitalisés dans les hôpitaux d'Alger, maladies infectieuses et neurologie, pour des signes variés. Il y a certains qui avaient une arthrite inexpliquée, arthrite chronique, d'autres avaient des troubles neurologiques, une fièvre isolée, c'était varié les signes cliniques. Ils ont pris ces 33 patients, ils leur ont fait une sérologie de la borréliose à l'Institut Pasteur. Cette sérologie se fait actuellement à l'Institut Pasteur. Et 21 parmi les 133 avaient un résultat positif. Alors, quels sont les facteurs de risque? Toutes les activités qui exposent à des contacts avec ces tiques constituent un facteur de risque. Les promenades en forêt, les campings, ainsi que les travaux agricoles et forestiers. Non, monsieur. Je vais continuer. C'est pas la bonne. Bon, les facteurs de risque. Donc, sur le plan clinique, c'est une maladie qui se présente donc